Bonjour ici, salut là-bas. Et bienvenue sur François et la chaîne parlementaire pour votre émission citoyenne. Regardez, le public va applaudir pour nous montrer qu'on n'est pas seul ici. L'émission s'appelle Flash Talk et vous savez, c'est un véritable forum posé au milieu de la ville et de ses habitants et peut-être aussi dans une autre dimension. Aujourd'hui, on est dans le 11e arrondissement de Paris, capitale de la France apparemment. Enfin, si je vois bien. Et aujourd'hui, on parle des jeux vidéo, mes amis. Et oui, ils sont partout, les jeux vidéo. Impossible d'y échapper à la maison, dans la rue, dans le métro et même à l'école. Souvent accolés au risque d'addiction, d'isolement, voire de violence. Ils ont longtemps souffert d'une mauvaise image. Alors cette mauvaise image est-elle justifiée? Faut-il avoir peur des jeux vidéo? Faut-il s'en méfier? Eh bien, on se pose la question aujourd'hui. On vous pose la question puisque vous le savez. Flash Talk, c'est votre émission. C'est vous qui allez faire ce débat. Et vous avez forcément un avis, j'en suis sûr. Vous participez aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter avec le hashtag FlashTalk, en likant aussi notre page officielle sur Facebook. Qui a envie de filmer cette émission? Puisque, on le rappelle, hein, c'est aussi une émission participative et intégralement filmée au smartphone. Monsieur, il est là. Je lui prête un premier smartphone et mademoiselle aussi. Regardez, ça me permet aussi de saluer notre community manager Mélanie. Elle est là aujourd'hui, c'est elle qui lit tous vos messages. Et à côté d'elle se tient notre cartooniste de la semaine, AC, qui est là et qui va croquer tout ce que vous allez dire en vrai avec du papier et des crayons et des stylos. Alors, qui joue aux jeux vidéo ici? Jeune homme, bonjour, comment vous appelez? Nicolas, Nicolas, vous jouez aux jeux vidéo. exactement. Alors, vous jouez à quoi? Comment? Alors je joue de tout et je joue depuis très longtemps. À vrai dire, j'ai eu ma première console à l'âge de 6 mois. Non. Même si 6 mois? Oui. Il s'agissait d'une Atari 2600, je ne savais pas y jouer, mais j'ai appris assez rapidement. Donc on peut dire que j'ai appris à jouer avant de courir. Et je suis en très bonne santé, à la fois physique et mentale. Donc preuve en est que le jeu vidéo peut faire de bonnes choses. Combien d'heures par jour vous jouez? Alors c'est assez raisonnable. Aujourd'hui, étant donné que j'ai un travail, je joue en général entre une demi-heure et 1 heure. Et vraiment à l'époque où j'étais adolescent, en général je jouais 2 heures par jour, grand maximum. Ça vous a pas empêché de faire des études? Ça ne m'a pas empêché de faire des études, d'avoir un master, de gérer mon entreprise et d'avoir une carrière tout à fait normale. Et à quoi vous jouez? Les jeux de guerre où on tue tout le monde? Alors les jeux de guerre où on tue tout le monde, oui, c'est un bon défouloir, c'est une bonne méthode quand on revient du travail, qu'on est un peu énervé, mais après c'est pas la seule chose à laquelle je joue. Et ça vous donne pas envie de passer à l'acte? Pas jusqu'à maintenant et je ne crois pas que ça va arriver, donc voilà. On va continuer de poser la question ici dans le public. Hey, tu savais que ça allait tomber sur toi. Allez, approche-toi camarade. C'est quoi ton prénom? Mehdi. Mehdi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce cosplay de François Hollande? François Hollande? Ah ouais, j'ai pas reconnu, j'ai reconnu que lui. Non, c'est pas François Hollande. Non, j'ai reconnu, c'est Sonic. Personnage cultissime, iconique des jeux vidéo. Bon, Mehdi, est-ce que toi-même tu joues aux jeux vidéo? Moi maintenant, avant, oui. Avant, tu jouais à quoi? Mais avant, genre, il y a combien de temps? Avant les années 80. Hein. Et tu jouais à quoi à cette époque? Les Space Invaders, les Martiens là, Pac-Man. Je me rappelle plus, mais. Ah il y en là, avait. mais là, on est à l'ancienne. Ouais. On est dans le vintage. C'est là que ça a commencé. Pour toi, c'est un danger ou plutôt ça peut être un dépend, outil faut récréatif, savoir s'en éducatif? servir. C'est comme le téléphone. Ah, Faut pas faire tout et n'importe quoi. faut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà, déjà un avis. Vous aussi, vous donnez le nôtre avec le hashtag FlashTalk sur Twitter ou sur Facebook. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça. Mademoiselle, comment vous appelez? Aïssatou. Aïssatou, vous jouez aux jeux vidéo? Beaucoup quand j'étais petite et plus vraiment maintenant. Ouais, on pouvait jouer une journée entière aux jeux vidéo, ouais. Une journée entière. Ouais. Et vous avez remarqué que c'était difficile de s'arrêter quand on commençait? Ah, c'est ça, exactement. Quand t'es pris dans le jeu vidéo, c'est compliqué de après s'arrêter et se dire je vais recommencer demain ou plus tard, quoi. T'as envie de terminer, de voir ce qu'il y a après, en fait. Alors aujourd'hui, tout le monde joue, ou presque, de 7 à 77 ans. Et les chiffres du marché mondial des jeux vidéo, vous allez le voir, donnent le tournis les jeux vidéo. En chiffres, c'est le data flash de Juliette Jean. C'est la première industrie culturelle dans le monde. En 2017, les jeux vidéo ont généré 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est plus que les industries du cinéma et de la musique réunies. Et l'Asie-Pacifique en est le leader incontestable.
Mais la France se défend plutôt bien. Les revenus du jeu vidéo ont augmenté de 18% en un an pour atteindre la somme record de 4,3 milliards d'euros en 2017. Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, l'univers de la console est le principal moteur de l'industrie. Quel jeu retrouve-t-on le plus souvent sur nos écrans ? FIFA est le jeu préféré des Français, avec 1,3 million d'unités vendues en 2017. Et le marché s'agrandit encore et encore, notamment avec le développement des jeux sur mobile ou tablette comme Candy Crush, Angry Birds ou Clash of Clans. Alors si le jeu vidéo est en train de devenir un des fleurons de l'économie française, il y a quand même une ombre au tableau, le manque de femmes dans l'industrie. Elles sont seulement 14% aujourd'hui. Pourtant, un joueur sur deux est une joueuse. Et histoire de casser un peu plus les clichés, sachez que l'âge moyen des joueurs est de 35 ans. Cependant, ce sont les plus jeunes qui jouent le plus souvent. 5% des jeunes de 17 ans joueraient entre 5 et 10 heures par jour. Parmi eux, seul 1% seraient accros selon certains addictologues. Pour autant, on peut s'interroger. Les jeux vidéo sont-ils une drogue ? Comment ça va Aurélien ? Très bien, Où est-ce que tu vis toi ? à Paris, Paris, père de plusieurs enfants. de 2 enfants. Ils s'appellent comment, ils ont quel âge ? Alors j'ai un petit Jules qui va bientôt avoir 6 ans et une Elena qui a déjà eu 8 ans. Alors c'est quoi le rapport aux jeux vidéo ? Donc c'est exclusivement enfantin. Il y a des règles parce que il faut des règles avec tout, surtout avec ce genre d'utilisation. Et après, en fait, je pensais pas que ça développerait certains aspects que j'imaginais pas. Tu parles de quoi par exemple ? Ça peut être varié. Mon fils rentre au CP et il y a des trucs qu'il arrive déjà à déchiffrer et à lire. Ma fille, 8 ans, elle est très compète, très Mario Kart. Elle aime vraiment les petits jeux sympas. Et mon fils, lui, qui est plutôt 6 ans, j'aurais pensé que c'était l'inverse. Et lui, il est quasiment aventure immersive. Mario à mort, les petits casse-têtes, tous les jeux. Après, ce qui est dur, c'est de gérer la frustration sur des enfants. Ah, c'est-à-dire, ils jouent beaucoup ou pas ? Pas... C'est trop, de toute façon. Ils jouent trop de toute façon, selon toi. Ouais, c'est trop. Et Parce on que... se donne une idée, je sais pas, ils jouent 1 heure par jour. Ah ouais, on a 1 heure par jour. Bah, tu parlais de frustration, alors qu'est-ce qu'on fait quand tu dis ah non papa, on veut continuer ? Comment tu fais, toi, quand tu perdais à Street Fighter? Ah bah, je perdais pas. D'accord. Et t'as jamais fait tomber de manette? Non, si, voilà. bien sûr que si. Donc la manette qui vole, le coup de pied, l'énervement, l'agacement, et ça aide aussi à le canaliser en disant bon t'es pas en état de jouer, on arrête tout de suite. Et donc on apprend la frustration, un petit peu comme dans le sport. Hein. Le sport aussi c'est l'école de la frustration. Mais vous avez joué à la console parce que toi-même t'étais gamer aussi, tu joues à la console, Moi j'avais décidé d'arrêter, j'étais accro, jeu Ah, d'aventure. carrément, tu faisais partie des 1% d'accro. Je faisais partie des gens qui étaient capables de passer 5 heures de suite devant FIFA et de ne pas lâcher la manette parce que j'étais trop fort. Moi, à la période où j'ai passé le bac, la PlayStation, on ne l'éteignait pas pendant des jours et on jouait en boucle. Après, il y a T'as calmé ça là. En fait, il y a d'intérêt que dans l'excès. Je peux ne pas jouer pendant 2 ans, mais si j'ai envie d'être avec mes copains, je ne vais pas me limiter sur un temps, mais sur un plaisir. Au bout d'un moment, j'en ai marre, je pose la manette et c'est bon, j'ai eu mon compte. Qu'est-ce qu'on dit de l'autre côté, Sonia ? Eh bien, Raphaël, moi je suis avec Juliette. Juliette, elle a un petit garçon de 11 ans qui a une passion lui aussi pour les jeux vidéo. Et j'ai l'impression que je vous sens un peu moins enthousiaste par rapport à ça. Comment ça se passe, la passion de votre fils avec les jeux vidéo? Comment vous gérez ça? C'est vrai que c'est souvent un peu une passion monomaniaque pour un jeu en particulier. Là, en ce moment, les adolescents sont très axés sur Fortnite et du coup, c'est les rendez-vous après le collège pour jouer en réseau avec les copains de la classe. Donc, ce qui fait que les répercussions, c'est une tendance à aller très vite sur les devoirs, sur ce qu'il y a à faire à la maison pour pouvoir très vite se mettre sur la console parce qu'on a rendez-vous. Donc, ce qui fait que c'est un peu une bataille permanente contre ça. Et c'est vrai que le contrôle parental, c'est quand même vraiment un outil pour les parents. Moi, je trouve qu'il est vraiment pratique parce que ça évite la négociation permanente au quotidien, quoi. C'est-à-dire, expliquez-moi en quoi ça consiste ce contrôle parental. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des tranches horaires pour chaque jour si vous le voulez. Il n'est pas encore addict, mais vous craignez qu'il puisse le devenir. Je pense que ce qui peut créer, lui, par rapport à son tempérament, son profil, c'est ce qui peut créer actuellement l'addiction. C'est tout finalement le côté réseau social du jeu en réseau.
C'est-à-dire que c'est que finalement, parce qu'en plus c'est un enfant unique, il a la fausse impression de ne pas être seul quand il est au casque et à discuter pendant des heures avec ses copains en jouant. Alors que quelquefois, je suis obligée de lui dire, mais sors et va les voir, allez vous promener dans le quartier. Il a des amis en dehors de ce réseau de joueurs. En fait, finalement, ce sont ses copains du collège qui le retrouvent en ligne. Parce que c'est vrai que là-dessus, on est très clair. Et je pense qu'aujourd'hui, les enfants sont quand même assez sensibilisés maintenant sur attention à qui vous parlez quand vous êtes en ligne. Ne prenez pas comme amis des gens que vous ne connaissez pas. Voilà. On a déjà parlé d'addiction aux jeux vidéo dans cette émission, alors qu'elle a commencé déjà il y a quelques minutes. Alors, on a demandé à Geneviève Lafaille d'être à nos côtés. Elle est psychiatre, addictologue, responsable de l'unité adolescents, jeunes et adultes pour les prises en charge addictologie à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Et vous y avez justement ouvert une unité de soins dédiée aux pathologies liées aux jeux vidéo. Alors, pour vous, j'imagine que le risque d'addiction, il est réel, il est tangible. L'addiction aux jeux vidéo, elle existe. Maintenant, il ne s'agit pas, parce qu'il y a ces problèmes d'addiction, de diaboliser les jeux. J'entends, est-ce qu'en gros, il faut être pour, est-ce qu'il faut être contre? Je pense que le débat, il n'est pas là. C'est un moyen nouveau, qui commence à avoir quelques années, mais qui peut permettre, effectivement, sur le plan pédagogique, sur le plan social, sur plein d'aspects, d'avancer sur certaines choses. Et à contrario, j'ai des patients qui ne sortent pas de chez eux depuis 4 ans, des patients qui jouent 15 heures par jour, qui sont déscolarisés depuis 3 ans. Donc on peut avoir des situations qui sont très compliquées aussi avec les jeux vidéo. Donc au même titre que l'alcool, on peut consommer de manière occasionnelle et aller très bien et être extrêmement malade et mourir de l'alcool. Donc c'est un objet qui peut effectivement être pourvoyeur d'addiction et d'addiction sévère. Et puisque vous nous parlez de prévention, il y a quand même des signes qui doivent alerter pour ne pas arriver à des situations complètement folles comme vous venez de les décrire. Il y a le facteur temps, clairement. Quand on joue plusieurs heures par jour, déjà, ça me peut mettre la puce à l'oreille. Après, ce n'est pas le seul facteur, parce qu'on peut jouer beaucoup et pour autant être inséré socialement, aller très bien, avoir une famille qui fonctionne très bien. C'est, si vous voulez, tout ce qui va faire rupture. Il va y avoir le temps, mais il va aussi y avoir, quand on commence à ne plus faire ses devoirs, à aller en retard à l'école, à sécher les cours pour jouer aux jeux vidéo, à se déprimer un peu, à ne plus voir ses copains. Et c'est plein d'autres éléments qui vont faire qu'on va aussi s'alerter. Alors justement, puisque vous parlez de ça, les jeunes qui tombent dans cette addiction aux jeux vidéo, est-ce qu'il n'y a pas un problème qu'on pourrait dire préexistant? L'addiction aux jeux serait juste le révélateur de tout ça en fait? Ça peut être le révélateur effectivement parce qu'on va pouvoir utiliser le jeu pour traiter entre guillemets certains symptômes. Après le problème c'est que quand on en est à des stades sévères, l'addiction en soi devient un problème. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, un jeune dépressif, on peut traiter la dépression, mais s'il continue à jouer 15 heures par jour, ça ne marchera pas. Donc à un moment, on se retrouve avec les deux problématiques. Donc c'est sûr que les terrains sont hétérogènes, on a des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des personnalités qui sont plutôt inhibées, il y a des profils très variés, mais avec cette manifestation commune. Pour être très pragmatique, les gens qui sont dans votre unité, les soigner justement, comment est-ce qu'ils s'en sortent? Ça prend du temps. Il ne s'agit pas que quand ils arrivent dans notre bureau, on dise « tiens, tu arrêtes les jeux, on bloque tout à la maison », parce que ça ne marche pas. Les parents ont généralement essayé de le faire et ça ne marche pas. Mais c'est de travailler progressivement sur la prise de conscience, sur les conséquences que ça a. Et ça, tout ça, c'est un travail qu'on fait avec eux et avec la famille. Alors Raphaël, moi je suis avec quelqu'un qui n'est pas vraiment d'accord avec ce que dit notre addictologue, Olivier Mocco, bonjour. Vous êtes prof à Sciences Po, prof en industrie du jeu vidéo. Il y a des profs en industrie du jeu vidéo à Sciences Po. Vous êtes également game designer, vous avez fondé une agence de création de jeux vidéo, Game in Society. Alors vous dites non, c'est pas vrai, il n'y a pas d'addiction, c'est ça? Ouais. Oui, je prends le contre-pied. C'est un débat qu'on a depuis 80, grosso modo depuis les bandes d'arcade qui est apparu aux US, qu'on a importé en France et malgré tout, il y a débat au sein de la communauté scientifique sur le terme même d'addiction. Les jeunes patients que l'addictologue reçoit à Paul Brousse à Villejuif, elle les invente pas, elle les voit, ils sont vraiment tombés dans cette addiction-là. Bien sûr, mais de toute façon, ils font pas c'est pas une cure de désintoxication du jeu, ils soignent d'autres pathologies antérieures, c'est un symptôme. Et la problématique, c'est qu'en plus, on parle d'un symptôme qui concerne 1%. Donc j'ai envie de dire, pourquoi se focaliser sur la minorité qui finalement cache le reste? Mais on le voit aussi dans les premiers témoignages qu'on a commencé à entendre depuis le début de cette émission, et puis on le sait, on l'a tous un petit peu expérimenté. Il y a un côté addictif dans les jeux vidéo, ça on peut pas le nier, c'est difficile de s'arrêter. On voit bien que les enfants, et puis pas seulement les enfants d'ailleurs, on avait un adulte tout à l'heure qui nous le disait, je sais plus où est-ce qu'il est parti, c'est dur de s'arrêter, je peux jouer pendant des heures sans
Quand c'est bien fait, c'est dur d'arrêter un livre, hein. Moi, j'ai raté les stations de métro en lisant, donc on m'a jamais accusé d'être addict au livre, et pourtant j'adore ça. J'adore écrire aussi, et ça m'empêche pas de passer des nuits en écriture. Donc si c'est une problématique de temps, c'est dommage, il faut apprendre à le réguler, mais c'est pas une maladie, quoi. Ou alors, toute passion et toute fiction est une maladie. Mais ça encore, ça aussi, c'est un discours qu'on entend. Voilà, quand les bouquins sont sortis, on se dit « ouais, les bouquins, c'est pas bien, ça va mettre des idées négatives dans la tête des femmes au 19e siècle ». On a dit ça. On nous dit la même chose sur le jazz, on nous dit la même chose sur le cinéma, on nous dit la même chose sur le nouveau roman. Donc Là, il y a un rapport à l'écran quand même qui est un peu différent. Oui, il y a un rapport à l'écran. Mais alors dans ce cas-là, il faut prendre le vrai benchmark, c'est-à-dire que vu que le temps moyen d'un Français devant la télé est de 5h30, celui qui joue moins de 5h30 par jour, il est moins addict qu'un Français à la télé. C'est pas si grave, dit Olivier Geneviève. Ça peut l'être. Après, j'entends le débat sur l'addiction. Je crois que c'est assez pareil. Il y a ceux qui pensent que c'est une addiction, d'autres non. Il y a un moment, je pense que le gros intérêt d'avoir reconnu le trouble en tant qu'addiction, c'est que ça va permettre à certains jeunes d'être dépistés plus tôt et d'être orientés plus tôt sur les soins. Que ce soit une dépression, que ce soit une addiction aux jeux vidéo, tout ce qu'on veut, c'est pas le problème. Mais de pas, comme moi je les vois, voir arriver des jeunes 5 ans trop tard, quand ils ont 22 ans, qui font rien, et où là on se retrouve dans des situations qui sont beaucoup plus difficiles que si on avait pris en charge plus tôt. Donc voilà, le terme, on peut passer des heures là-dessus, je pense pas que ce soit le principal. Geneviève, j'ai quelqu'un, je l'entends, je croyais qu'il n'est pas d'accord, non, ce monsieur qui est là. Approche-toi, il a un problème de genouillère. C'est quoi ton prénom? Guillaume. Ça va Guillaume? Où est-ce que tu vis Guillaume? Moi je suis de Versailles. Non, ce n'est pas pour remettre la psychologue en question, parce qu'effectivement elle a les cas assez tard. Moi je travaille bien en amont par rapport à elle, c'est que moi je travaille dans l'univers du manga et du jeu vidéo. Avec donc ce qu'on appelle les streamers, donc les grandes équipes de sport, d'e-sport online, à justement essayer de faire de la prévention auprès justement des jeunes avant qu'ils deviennent trop addicts. Là j'ai amené un exemple de costume aussi pour les pousser dans la partie artistique et plus manuelle de l'univers du jeu vidéo ou du manga ou du film, que justement pour essayer justement qu'ils ne passent pas 6, 10 ou 20 heures par jour sur un jeu vidéo. Donc bien qu'effectivement le problème se pose de l'addiction, si on travaille aussi par exemple, on a des programmes avec des lycées, justement avec tout ce qui est musique, art plastique et tout. On va revenir sur pour les centrer sur le jeu vidéo, mais pour les aider à lâcher l'écran. On va revenir sur la dimension pédagogique des jeux vidéo un tout petit peu plus loin dans cette émission. Je voulais juste évoquer quand même, parce que j'en ai parlé rapidement, l'autre grande accusation, l'autre grande mise en cause des jeux vidéo, c'est la violence. Il y a toute une série de faits divers, aux États-Unis beaucoup, en France il y en a eu aussi, des jeunes garçons qui jouent beaucoup à des jeux très violents et qui font des passages à l'acte. Est-ce que les jeux vidéo incitent à la violence, incitent au passage à l'acte, ou là encore, est-ce que là vous dites c'est faux Non, mais qu'il y ait des représentations violentes dans le jeu, comme dans le film ou la littérature, ça oui, et même dans le jeu vidéo, il y en a plutôt. Il y a des jeux de guerre, il y a des jeux avec un contenu, on va dire, adulte. Il y a des jeux quand même qui consistent à tuer tout le monde. Il y a des jeux qui consistent, effectivement, il y a de l'action, il y a du combat, il y a des ennemis à combattre, et effectivement, il y a des contenus qui le sont, mais qui sont aussi réservés à des âges d'adultes, il n'y a pas de problème. On considère souvent que c'est un truc pour gamins, mais c'est pas vrai, on a dit l'âge moyen, et il y a des jeux pour adultes. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième, c'est plus simple d'accuser les jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'on peut ensuite tout de suite dire à une politique, genre, j'agis. C'est-à-dire, il y a un drame, il y a un gros drame, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un petit récit de causalité. C'est pas la faute à la socio-économie, c'est pas la faute à la politique, c'est pas la faute au groupe social, c'est la faute aux jeux vidéo. C'est plus simple, on fait une enquête. Mais toutes les commissions d'enquête, même aux États-Unis qui ont été menées, ont conclu qu'il n'y avait aucun lien de causalité. Beaucoup de choses se disent aussi sur les réseaux sociaux, justement, avec le hashtag FlashTalk. Il y a par exemple Bostro qui nous dit donner de l'argent à quelqu'un qui est addict à quelque chose, que ce soit la drogue, le sexe, les jeux vidéo, c'est dangereux. Et alors que Yazog nous dit une addiction, c'est les jeux d'argent. La drogue, mais les jeux vidéo, stop. Vous êtes dans l'abus, les amis. Je dis ça alors que Mario est juste à côté de moi. Comment ça va, Mario? Salut. S'y attendait pas à celle-ci. Non, c'est quelqu'un de notre équipe. Vous aurez remarqué aussi que les gens, il y a certaines personnes de la production et des gens du public qui sont venus en cosplay, quoi. Ce qui est plutôt sympa. Et d'ailleurs, regardez, notre magnifique Sonia n'est pas en cosplay de femme enceinte. Elle est vraiment enceinte. Non, c'est pas un déguisement. Il y a un vrai Pokémon dans ce ventre. Voilà, c'est comme ça. Mes amis, on va rester sur les réseaux sociaux avec un petit tour justement de ce qui se passe sur le web. Voici le Story Flash de Juliette Jean. Pourquoi les gens critiquent les jeux vidéo? L'humoriste Dara O'Brien a une idée. You cannot be bad at watching a movie. You cannot be bad at listening to an album. But you can be bad at playing a video game, and the video game will punish you and deny you access to the rest of the video game. No other art form does this. You've never read a book and 3 chapters in, the book is gone,
what are the major themes of the book so far? You've got, well, I don't know, I wasn't paying close. Ah, Jesus, come on! Si les jeux vidéo peuvent punir, ils peuvent aussi rendre accro. Une réalité totalement assumée par le comédien Kian Kojandi. Pourquoi il y a un trou en 2017 sur votre CV? Zelda? Évidemment. On a même trouvé l'équivalent du « je n'ai rien à me mettre » le matin devant son placard. Chez les gamers, ça donne « j'ai rien pour jouer ». Même les papas en oublient le monde réel. Are you okay? Certains joueurs sont tellement passionnés qu'ils enfilent les costumes de leurs personnages favoris. Mais ce n'est pas toujours réussi. Saurez-vous reconnaître Sonic? Ou Tingle, le petit homme fée dans Zelda? Adrien Méniel en a trouvé un beau. Plus sérieusement, des jeux ont l'ambition d'être de vrais outils de réflexion, comme dans Papers, Please de Lucas Pope. Le joueur est ici dans la peau d'un agent de l'immigration et doit choisir qui il laisse rentrer sur le territoire, ce qui ne sera pas sans conséquences. Et si les jeux vidéo étaient aussi utiles? Et je suis avec Juline Lacroix, alias Joyper, joueuse et chroniqueuse spécialiste dans les jeux vidéo. Et vous me disiez, Joyper, Paper Please, c'est un excellent jeu vidéo. C'est un très très bon jeu, c'est un jeu politique où en fait on est un contrôleur de frontières et on accepte ou pas des gens pour entrer dans un pays. Et avec, il y a des histoires d'espions, il y a des gens qui sont là pour travailler. Et nous, faut qu'on aille le plus vite possible parce qu'on a une famille à nourrir, on a des gens qui sont malades aussi. Donc des fois, il y a des choix à faire entre accepter une révolution dans son pays pour changer la politique ou alors accepter de se plier à une certaine dictature pour pouvoir permettre à sa famille de vivre. Donc ça, c'est des jeux vidéo un peu nouvelle génération. Pardonnez-moi si je pose des questions un petit peu naïves, hein, moi, j'y connais vraiment rien. C'est vrai que c'est pas l'image des jeux vidéo qu'on peut avoir, nous, qui avons grandi dans les années 80. Non, c'est sûr. Disons que le joueur, on va dire lambda, ou plutôt une personne qui n'est pas habituée aux jeux vidéo, voit surtout les publicités à la télévision. Donc on va voir ce qu'on appelle des AAA, donc des jeux comme Call of Duty, où on voit des jeux de guerre, où on voit Mario. Mais c'est vrai qu'on a une scène indépendante qui existe, qui est énorme. On a des développeurs qui ne sont pas forcément connus, on a des jeux qui sont politiques, qui vont parler de lutte LGBT par exemple. Pour les gens, la seule chose qui existe, c'est les jeux de guerre, les jeux de stratégie ou peu importe. Alors vous, Juline, vous êtes joueuse professionnelle, c'est ça ? Non, moi je suis vraiment joueuse passionnée. Mon compagnon est joueur professionnel, mais en fait la seule chose qui change, c'est que lui a un niveau assez élevé pour pouvoir gagner sa vie, se déplacer en France ou dans le monde, pour pouvoir gagner des compétitions. Moi je suis vraiment juste, je passe des heures à jouer, à profiter de mon jeu et avoir un avis plutôt critique dessus. C'est-à-dire que, par exemple, vous écrivez dans des magazines spécialisés pour dire celui-là, il est bien, celui-là, vous donnez des conseils pour, je sais pas, passer à tel niveau, c'est ça ? Moi, j'écris pas. Disons que j'interviens en stream, en fait. Sur des... En quoi, pardon ? En stream, ce sont des émissions live sur Internet. Et moi, je travaille pour la JVTV, qui est la web TV de jeuxvideo.com, qui est connue pas forcément bien. Mais voilà, nous, on intervient pour parler de ça, de qu'est-ce qui est bien, pourquoi c'est bien. Surtout, c'est pourquoi c'est bien, en fait. Juste, pardon, parce que j'entends madame derrière. Comment vous vous appelez ? Bonjour. Florence. Je vous entends vous marrer. Vous êtes comme moi, vous comprenez rien au vocabulaire, c'est ça ? J'ai des enfants, mon fils qui est à côté de moi et son petit frère qui, lui, a beaucoup joué. Mais moi, non. Quand elle dit oui, une plateforme qui est connue, évidemment, non, je rigole. Je souris, ça me fait sourire. Et vous, vous connaissez ? Ah oui, moi je connais. Moi, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit. J'ai eu mon premier ordinateur en 1995, j'avais 7 ans. Donc j'ai joué depuis tout petit. Je joue moins maintenant parce que avec le travail, etc. Mais maintenant, moins passionné. Moins passionné. Juline, je reviens vers vous quand même. Je voulais vous entendre sur ce qui a été dit au cours de la première partie de cette émission. Ces accusations qui reviennent souvent, on le sait, hein, les jeux vidéo, ils seraient addictifs, ils inciteraient à la violence, au repli de soi. Qu'est-ce que vous répondez là-dessus ?
Je pense que tous les joueurs qui sont passionnés de jeux vidéo vous diront et témoigneront, ils ont déjà eu au moins une fois dans leur vie une pratique à risque. Moi, j'ai déjà eu une pratique à risque où ça m'était déjà arrivé de jouer plus de 8 heures à 9 heures par jour sans m'arrêter et me rendre compte en fait que j'ai les yeux qui piquent et finalement me rendre compte que j'ai les yeux injectés de sang et je fais ah mince, là je suis dépassé les bornes, il faut se réguler. Mais ça, c'est aussi aux parents d'apprendre à leurs enfants que le jeu vidéo, c'est un loisir, mais c'est pas un loisir qu'il faut abuser. Et c'est aussi aux jeunes qui, quand leurs parents leur parlent des jeux vidéo comme un diable où il faut faire attention, je pense qu'aussi à nous les jeunes, moi j'ai 24 ans mais je parle aussi aux adolescents, je pense qu'ils devraient aller vers leurs parents et leur expliquer pourquoi le jeu vidéo c'est bien, pourquoi ça leur plaît et pourquoi tous les soirs ils se regroupent pour jouer ensemble et voilà le côté positif du jeu vidéo. Ça rassurait les parents. Au-delà les rassurer, je pense que ça montrerait une réelle image du jeu, voilà, et pas que c'est lié au passage à l'acte aux États-Unis, chose où je suis pas du tout d'accord, ou par rapport à la dictologie, ou voilà. Moi, je me suis approché de Founé qui filme cette émission. Comment ça va, Founé ? Ça va bien et vous ? Merci de filmer l'émission, hein, c'est plutôt cool. On parle, tu l'as entendu, des jeux vidéo puisque tu filmes depuis le début, tu l'as entendu, évidemment. Tu as forcément un avis dessus. C'est dangereux, c'est pédagogique, c'est quoi à ton avis ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu dangereux parce que les enfants, ils passent beaucoup de temps là-dessus. Ils font plus leurs devoirs. C'est vraiment devenu une addiction. Et je pense qu'aujourd'hui, ils devraient diminuer leur consommation aux jeux vidéo, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Tu as un exemple concret, Founé, de gens qui ont été dangereux parce qu'ils jouent aux jeux vidéo ? Je sais. Par exemple, pour mon petit frère, il passait beaucoup de temps là-dessus. Il faisait plus ses devoirs. Et donc, il y avait un impact sur ses résultats. Et depuis qu'on l'a retiré la Play, en fait, il a commencé à retravailler. Et donc, il a retrouvé... Et maintenant qu'il a mieux travaillé, on va lui redonner la Play ou pas ? Non, il s'est habitué, c'est bon. Il s'est habitué. Donnez-nous votre avis aussi avec le hashtag FlashTalk. On peut aussi s'habituer à bien travailler. Alors Charles, vous êtes avec nous aujourd'hui. Charles Lapassa, alias Noix. C'est ça, c'est votre petit surnom dans les jeux vidéo. Vous êtes commentateur de jeux vidéo. Vous avez une chaîne YouTube très suivie. Et vous m'avez fait un petit signe de la main parce que vous vouliez réagir à ce qui se disait. En écoutant à peu près tous les gens qui sont ici, j'ai remarqué que les gens considèrent qu'en fait, de base, jouer aux jeux vidéo, c'est une perte de temps. Non, ce qu'on va voir derrière, on va voir un métier, on va voir des débouchés, on va voir un talent. Ma mère me disait, tu passes trop de temps sur les jeux vidéo, tu perds ton temps. Actuellement, je travaille dans les jeux vidéo, je gagne bien ma vie. J'ai monté une boîte, on est maintenant plus de 30 personnes en CDI dans le jeu vidéo. Et parce que je pense que les gens, tout simplement, n'imaginent pas toutes les débouchés qu'il pourrait y avoir autour du jeu vidéo. On a des formations universitaires, on a des formations en fac, on a des formations en école privée. Et il y a des débouchés, il y a énormément de métiers à trouver. Et jouer aux jeux vidéo peut aider notamment à accéder à ces métiers de game designer, de game développeur, de commentateur, de joueur même. Mais il y a tous les métiers de l'audiovisuel, tous les métiers de support, de gestion, de droit qui peuvent être appliqués aux jeux vidéo. Et on oublie en fait que c'est un loisir comme un autre. J'ai joué longtemps, j'ai fait de la compétition aux échecs, j'ai fait de la compétition au rugby, j'ai fait de la compétition aux jeux vidéo. Et à chaque fois, c'était un enrichissement qui m'a permis maintenant de travailler dans ce que j'aime, dans un secteur qui m'est adapté. Évidemment, il se passe aussi plein de choses sur les réseaux sociaux. Pardon, j'étais là et j'étais en train de me dire quand même, on a un super Luigi qui est avec nous. Émission un peu spéciale, on parle des jeux vidéo et des gens de la production et du public ont pris des cosplays plutôt cool. Et puis sur le hashtag FlashTalk, il y a pas mal de choses. Gabriel dit les parents qui achètent les jeux vidéo et les consoles ou les ordinateurs sont responsables de l'utilisation qu'en font leurs enfants. Et puis le docteur Boronali qui dit je pense que l'humanité sera plus viable quand le jeu vidéo ne sera pas compétitif mais éducatif. On est là nous au niveau du métro Breguet-Sabin dans le 11e arrondissement de Paris. Bonjour monsieur. Il est en train de se demander ce qui se passe. Je suis Rafale de l'émission Flash Talk. Regardez, on tourne une émission juste derrière. C'est quoi ton prénom ? Bruno. Tu vis où Bruno toi ? À Clichy. Clichy, bah, c'est très bien. Est-ce que toi-même tu joues aux jeux vidéo ? Ouais. À quoi tu joues toi ? Je joue à League of Legends et Counter-Strike. Est-ce que alors des jeux où les gens peuvent se dire « Oh, c'est violent la stratégie, ok, mais c'est violent. Et puis ça amène la violence. » Alors c'est violent dans l'image, oui, mais ça amène pas la violence après, ça je suis pas d'accord. Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'on a réussi à assembler un système stratégique auquel on a réfléchi vraiment pour arriver à un but, c'est de gagner la partie, c'est pas de tuer tout le monde.
on se pose aussi la question là sur le plateau, à savoir si on peut apprendre des choses en jouant avec les jeux vidéo. Est-ce que ça peut être ludique, bien sûr, mais aussi pédagogique? Ah, tout à fait, oui. Ça existe d'ailleurs pour les entreprises ou pour former les pilotes d'hélicoptères, par exemple, il y a des serious games qui sont faits pour apprendre aux futurs pilotes à jouer, à piloter, pardon, plutôt. À piloter, c'est des jeux qui sont faits dans des conditions réelles, où on peut vraiment apprendre son métier, quoi. Merci beaucoup en tout cas, hein. Désolé, on t'a alpagué comme ça. Qu'est-ce que tu faisais? Où est-ce que tu allais? Je vais retourner bosser, je suis infographiste, motion designer. Ah voilà, en plus, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, hein. Bonne journée à toi. J'en profite justement, mon rendez-vous, c'est celui avec AC, notre cartooniste cette semaine. Comment ça va, AC? Tu vas bien? Bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on dessine aujourd'hui? Écoute, on parle un peu de drogue là, donc moi j'ai représenté deux mecs qui parlent, un qui regarde l'autre avec ses yeux tout rouges, je lui dis cannabis, non, Fortnite. J'ai des copains comme ça, hein, je t'assure. Moi je l'ai été un peu aussi. Justement, l'autre, il y avait quelqu'un qui disait j'ai arrêté les jeux vidéo, moi les jeux j'ai arrêté depuis combien de temps? 5 minutes, donc au final. Ok, un troisième dessin. Troisième. La confusion chez les jeunes avec le plombier qui arrive chez la personne et l'enfant qui dit maman, il y a Mario qui est arrivé. Il est excellent celui-ci. Tu veux un quatrième? Allez, pour le kiff. Un petit quatrième avec Geneviève parce que je pense que c'est comme ça que ça va se terminer l'émission. Elle va aller jouer sur la console avec tout le monde. Allez, vas-y Geneviève. Donc notre addictologue croqué par AC. Alors les jeux vidéo peuvent avoir une vraie utilité, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, et ils peuvent aussi représenter un outil pédagogique. Robin Vincent, bonjour. Vous êtes prof d'histoire géo au Collège de l'Europe à Chelles, en Seine-et-Marne, youtubeur et chercheur à Paris 13. Alors vous, les jeux vidéo, vous les utilisez dans vos cours d'histoire géo avec les collégiens, c'est ça ? Oui, alors l'idée, c'est ce qu'on fait beaucoup en France au niveau de l'utilisation des jeux vidéo en histoire notamment, c'est qu'on les utilise beaucoup pour faire ce qu'on appelle de l'éducation aux médias. C'est une partie de nos programmes à l'école. Et généralement, ce qui se passe en histoire, c'est qu'on les utilise comme porte d'entrée vers des chapitres pour ensuite les comparer avec la réalité historique. Et ensuite, du coup, avec les élèves, on essaie de comprendre comment le médium vidéoludique fonctionne et quel est l'écart entre la réalité et le savoir historique. L'objectif pédagogique, c'est quoi ? L'objectif pédagogique, plus que vraiment l'histoire, c'est plus d'exercer l'esprit critique des élèves. C'est-à-dire, par exemple, concrètement, un jeu vidéo avec des chevaliers, vous allez dire, en fait, c'est pas vrai, ils n'étaient pas habillés comme ça, ils faisaient pas ci, ils faisaient pas ça. Je schématise un peu pour qu'on comprenne. Oui, mais je vais prendre un exemple. C'est-à-dire qu'en 5e, par exemple, j'utilise Assassin's Creed, qui est le jeu tarte à la crème, dès qu'on parle d'histoire et de jeux vidéo, évidemment. Et je leur passe, alors je les fais pas jouer, mais je leur passe une séquence où c'est moi qui joue. J'ai capturé une de mes parties et je leur montre la ville de Damas au Moyen-Âge, représentée par Ubisoft dans le jeu. Donc ils repèrent les monuments, les mosquées, les remparts par exemple de la ville au Moyen-Âge. Et ensuite on compare avec le vrai plan de la ville. Et là on s'aperçoit que dans la vraie Damas, il y avait un quartier chrétien, il y avait un quartier juif qui n'est pas représenté dans le jeu. Parce qu'un jeu vidéo, des fois ça fait ça, essentialise certains faits historiques, ça caricature parfois l'histoire dans le but de son scénario, pour rendre le jeu plus amusant par exemple. Donc on essaye un peu de décortiquer ça. Les élèves ne jouent pas. Le jeu devient ce que je vais appeler un jeu document sur lequel les élèves travaillent de manière très scolaire. Donc c'est peut-être pour rassurer un peu s'il y a des parents dans les parages. Les élèves ne jouent pas tant que ça aux jeux vidéo à l'école, même si on en parle beaucoup, même si médiatiquement c'est assez sexy, on va dire, comme image de parler de jouer à l'école. Dans les faits, la pratique ludique, elle est très réduite et elle est très fortement contrôlée par l'enseignant en fait. Vous sentez que c'est plus facile de les intéresser à l'histoire géo, les élèves de 5e, en passant par les jeux vidéo ? Il y a ce qu'on appelle un effet waouh. C'est-à-dire que dès qu'on présente la séquence, alors évidemment ça a l'air génial, et évidemment qu'au début ça raccroche un peu les élèves qui ont des difficultés scolaires en disant tiens ça va, c'est un médium que je connais, donc du coup ils vont être un peu plus intéressés, plus motivés, et à chaque fois on revient vers un exercice qui est complètement scolaire. Et les parents, comment ils réagissent ? Est-ce que vous avez déjà eu des parents qui sont venus vous voir en disant, dis donc, qu'est-ce que vous faites dans vos cours là ? Vous leur faites jouer aux jeux vidéo, c'est n'importe quoi ? Alors ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps, et à chaque fois, je vais un peu vous décevoir, mais il n'y a quasiment pas de réaction, ce qui dans notre milieu veut dire que ça va. Mais vu qu'à chaque fois, on propose un travail, encore une fois, très scolaire à côté, de description, d'analyse de documents, je pense que ça rassure les parents quand ils lisent le cahier.
Moi, justement, je suis avec une autre prof, Hélène Michel. Ça va, Hélène? Ça va bien. Alors, prof à l'école de management de Grenoble, game designer également. Merci d'être venu jusqu'à nous. On fait des jeux vidéo, vous, avec des étudiants, aussi au sein d'entreprises, avec des managers. Et quelquefois, vous avez des étudiants qui sont sceptiques quand même. Alors les étudiants qui ont 20 ans sont bien plus sceptiques que les managers de 40 ans. C'est beaucoup plus facile de faire jouer des gens qui ont 40 ans, qui sont dans le secteur industriel et qui vont se poser des questions sur l'entreprise. Et on va les faire jouer à du jeu, qui peut être du jeu de plateau, à du Lego et à du jeu vidéo. Et la question ne se posera même pas. Mais aujourd'hui, c'est très important de jouer. Et nous, on essaye de mettre ça en place avec nos étudiants parce que le jeu et ses déclinaisons sérieuses existent. Aujourd'hui, vous pouvez être recruté par une grande entreprise par le jeu. C'est-à-dire, en entretien d'embauche, on vous donne une console. Vas-y, petit Street Fighter, Mortal Kombat, on y va. Et si t'arrives à me défoncer, je t'embauche. Il y a deux options. Soit on va prendre du jeu vidéo pur et on va essayer de détecter les compétences développées dans ces jeux. Et on peut aujourd'hui quasiment faire de la validation des acquis d'expérience dans des jeux. Mais dans ce cas-là, il faut quand même monter dans le jeu, c'est-à-dire il faut être chef de guilde, il faut être dans des rôles de coordination, etc. Et c'est certains cas très particuliers. Et sinon, on va faire des déclinaisons des jeux, et là, tout le monde va se scarifier dans le monde du jeu vidéo, c'est le jeu sérieux. Eh bien non, c'est pas aussi drôle, etc., etc. Ça a été conçu dès le départ avec un principe pédagogique ou professionnel. Mais ça va utiliser des ressorts qui sont vous donner un cercle magique protégé, vous permettre de révéler d'autres comportements. Et aujourd'hui, tous les grands groupes jouent, absolument tous en France. Par exemple, nous, on a des directions d'innovation. Aujourd'hui, elles s'intéressent aux gens qui sont dans le design, dans la recherche, etc. Mais elles recrutent du game designer. Parce que le game designer va amener une autre lecture du monde, d'autres fonctionnements, d'autres mécanismes, d'autres façons de voir les choses. Et ça va révolutionner leur façon de gérer la relation au client, etc., etc. Donc, à la fois, le jeu peut nourrir tout ce qui est management, gestion de l'entreprise, etc. Mais le jeu pur a quelque chose à dire vraiment à l'innovation. Aujourd'hui, vous pouvez faire un programme grande école dans une école de commerce et à la fin du programme, au lieu de rendre un mémoire, vous allez rendre un jeu. Vous allez rendre un jeu vidéo, on va vous autoriser à faire ça et le jour de la soutenance, vous savez quoi? On vous fait jouer avec nous. Oh là là, mais moi j'étais à l'école trop tôt. Hein. Je vais y retourner à l'école aujourd'hui, s'il vous plaît, prenez-moi. Alors on a bien compris, plus qu'un loisir, plus qu'un outil pour apprendre, les jeux vidéo sont désormais devenus un métier, un vrai métier qui attire de plus en plus de vocations. Concevoir ses propres jeux vidéo est à la portée de chacun, si on en croit la start-up Tech Kids Academy qui propose, vous allez le voir, des ateliers de création aux enfants et aux adolescents. Notre reporter Estelle Gianjo est allée à la rencontre de ses futurs concepteurs de jeux vidéo en herbe. Regardez. Bonjour, bienvenue à Tech Kids Academy. Alors à Tech Kids Academy, on apprend à programmer des jeux vidéo. Programmer, en fait, c'est ni plus ni moins donner des instructions à un ordinateur. Donc à travers des petits blocs ici, on dit au personnage ce qu'il doit faire. On a créé un jeu à partir d'un programme assez simple. Le but du jeu, c'est que le chevalier attrape tous les coffres sans que le squelette le touche. Donc si le squelette touche le chevalier, donc le jeu est fini. Donc l'idée, c'est qu'au lieu de contrôler ton bonhomme avec les flèches du clavier, tu vas utiliser ça. D'accord ? Tu vois, sur la carte contrôleur, en fait, ici, tu as les 4 flèches directionnelles. Donc le fil vert, c'est la droite. C'est la droite, t'as Il tout faut que je compris. plante dans les fruits. Voilà. Donc si j'appuie sur le citron, je vais aller sur la droite. Devant sur la pomme, à gauche sur l'orange et dessous la banane. Comme ça me permet de ne pas utiliser les touches de mon clavier. Donc c'est une manette en fait. J'essaie d'aller chercher les trésors. Ah. Ouais, j'essaie juste de tester le texte. Donc là, j'ai réussi le premier niveau. Allez Rafale, il faut lâcher la manette là, l'émission continue. On arrête, tu reprendras après. Je veux pas, c'est trop bien, j'en veux un chez moi. Je peux la ramener après l'émission s'il vous plaît. Vous vous rappelez de cette époque un peu à l'ancienne où quand tu jouais, moi j'étais avec mon grand frère, on mettait une pièce de 2 francs ou de 5 francs ou de 10 francs et il y a des gens qui acquiescent comme ça pour dire on est les prochains à jouer. Ça, si tu sais que tu as été vieux, si tu sais ça. Alors moi je suis avec Tristan. Tristan, vous aidez les enfants comme ça à concevoir des jeux vidéo, vous animez cet atelier. Est-ce que le but c'est vraiment de concevoir des professionnels de demain ? Alors le but premier des ateliers qu'on propose, c'est de conscientiser en fait les enfants sur tout le numérique qu'il y a autour d'eux. Donc ils jouent beaucoup aux jeux vidéo, mais il y a aussi beaucoup avec les smartphones, les tablettes, tout ça, d'outils numériques.
et ils n'ont pas forcément conscience de comment ça s'utilise, même si maintenant ils apprennent ça de plus en plus tôt. Alors nous, on essaye avec le médium du jeu vidéo, parce que du coup, la majeure partie des enfants y jouent, mais on en a même eu qui ne jouaient pas du tout aux jeux vidéo, qui venaient aux ateliers pour apprendre à programmer, à faire du design sur l'ordinateur, donc comment on dessine sur ordinateur, comment font les pros à ce niveau-là. On va des enfants de 7 ans à 17 ans et on leur apprend des choses différentes. Moi, je me tiens aux côtés de Charles Lapassa, que sûrement beaucoup de gens qui nous regardent connaissent aussi sous le blaze de Noah, bien sûr. Il a un métier de rêve. C'est quoi ton métier? Je commande des compétitions de jeux vidéo. Mais c'est génial! C'est un vrai métier donc. C'est un vrai métier, c'est vraiment exactement la même chose que n'importe quel commentateur d'un sport traditionnel. Voilà. Mais alors comment t'es arrivé à faire ça toi? En tombant sur des vidéos de Corée du Sud sur un jeu qui s'appelle StarCraft, donc un jeu de stratégie en temps réel. On entendait en fait donc des professionnels de StarCraft s'affronter et commentés par des Coréens, on comprenait rien, mais qui hurlaient et avec en fait l'ambiance d'un stade derrière. Donc on a beaucoup ri. Et entre copains, on s'est dit, ok, on va faire ça, on va commenter des parties de StarCraft, mais en français. Parce que ça a commencé par StarCraft alors? Ça a commencé par StarCraft, et ça a commencé sur YouTube. Et on avait fait ça pour rigoler, donc à 10 dans une pièce, en été, pendant les vacances, à boire une bière, à rigoler. Et en fait, sur YouTube, des gens sont tombés dessus, c'est devenu viral. Et au bout d'un moment, on s'est dit, on a fait un événement gratuit, ouvert à tous, où c'était des show-matchs de joueurs de StarCraft français. Et en fait, à l'événement, plus de 1000 personnes sont arrivées, on s'y attendait pas du tout. Et donc, dans le courant, on a créé une boîte parce qu'on s'est dit, il y a un marché, il y a une demande, mais il n'y a pas d'offre. Dis donc, les gars sont malins aussi, hein? Et du coup, on a créé notre chaîne télé sur Internet, donc ce qu'on appelle une web TV. Et on a commencé à couvrir de plus en plus de compétitions de jeux. Là, aujourd'hui, vous êtes sur quelle compétition de jeux? Quelques titres? Alors en ce moment, moi personnellement, je commande du League of Legends. Alors stop! League of Legends, qu'est-ce que ça donne quand tu commandes League of Legends? Tu mets le ton et tout. Hein. Attention mesdames et messieurs, hein, autour du tapis, on est 1000 dans l'arène. Allez, on va imaginer qu'il y a un combat entre deux équipes, Chine contre Corée. La Chine contre la Corée, on y va. Et les Chinois qui rentrent dans la mêlée. Attention à l'engagement du Darius. Darius peut-être pour le flash-in. Le flash-in. Oh, Darius qui récupère le frag sur son ennemi Boubi 94 du Népal. Et là tout de suite ça va être la retraite par la backline. Attention, la retraite est coupée, la téléportation dans le flanc. Ça va être ça comme rythme. Ça déchire, vous pouvez l'applaudir Noah, s'il vous plaît. Hein. C'est un lexique particulier qu'il faut connaître. Forcément, mais après, si je regarde un match de baseball, je vais rien comprendre aussi. C'est un apprentissage par lequel il faut passer. Alors, j'apprends plein de nouveaux mots aujourd'hui dans Flash Talk. Vous, Jolly Joyper, vous n'êtes pas professionnel, mais voilà, c'est ce vers quoi vous avez envie d'aller. Vous avez envie de réussir à gagner votre vie avec les jeux vidéo en faisant du streaming. Donc, c'est facile ou pas ? Alors c'est compliqué, comme je vous le disais. On a des gens comme Charles, comme Noah, qui eux sont en CDI, ont une situation stable, et il y a des gens comme je suis, qui n'ont pas de situation stable, qui font des émissions à droite à gauche, qui interviennent dans le jeu vidéo, mais finalement qui n'ont aucune situation stable, ou alors qui enchaînent les stages pas forcément... Très rémunérateurs. Exactement. Mais pourtant, on voit que, par exemple, pour le streaming, c'est un très très bon complément, un complément de salaire. Et il y a aussi ceux qui en vivent complètement, mais la réalité est que beaucoup essayent, beaucoup échouent. Et voilà. Et alors, est-ce que, comme dans beaucoup d'autres milieux, Jolly, est-ce que c'est plus difficile quand on est une femme? Les jeux vidéo sont souvent accusés d'être un milieu misogyne. Évidemment, il y a de la misogynie dans le milieu parce que pendant très longtemps, c'était un milieu qui était soi-disant exclusivement masculin. Encore maintenant, en fait, le problème, c'est qu'il y a des joueuses, il y a des femmes dans le milieu, c'est la représentation qui pose problème. Et on n'a pas encore passé ce cap de montrer les femmes beaucoup plus qui jouent. On a plus cette tendance de les mettre dans des boîtes, d'essayer d'en faire des archétypes, alors que elles sont comme vous et moi, des joueuses. Les femmes, notamment dans le milieu compétitif, elles ne sont pas forcément hyper aidées, parce qu'on va leur dire non, vous les femmes, vous n'êtes pas forcément très très bonnes aux jeux vidéo. Et il n'y a rien qui prouve que les femmes ont des compétences moindres
qui justifie un niveau moindre. Il est certain que nous, on se prend des remarques, nous les femmes, on se prend des remarques sur nos tenues, sur comment on est coiffé, comment on est habillé, si on est maquillé, si on est bonne. Et ça, c'est une réalité. Mais comme dans le reste de la société, quoi, en fait. Exactement. C'est pas un problème lié aux jeux vidéo, c'est lié à un problème de société. Merci beaucoup, Jolie. Alors moi, je suis avec Sonic, là, juste à côté, et puis surtout avec Catherine. Catherine, ça va, Catherine? Oui, ça va très bien. Je posais la question à Catherine juste avant d'aller rejoindre AC pour le dessin et Mélanie pour les derniers tweets. Pourquoi tu joues pas aux jeux vidéo, toi, Catherine? Ben parce que je sais pas, ça ne me dit rien. J'ai jamais essayé. Oh, arrête. Elle m'a dit... En off, elle m'a dit... Je suis nulle. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit quoi? Que je suis nulle. Ah bah voilà, bah non. Et quel jeu vidéo elle pourrait jouer au début là pour s'initier là, les professionnels? Un jeu cool, Mario, tranquille. Bah viens là Mario, ramène-toi. Ramène ta fraise un peu. Ramène tout ça, on va la mettre. Catherine, je te présente Mario. Mario, voilà Catherine. Vous allez prendre un petit rendez-vous ensemble et puis la prochaine fois, on nous dirait comment ça a avancé en jeu vidéo. Et évidemment, on sort de ce tapis de Flash Talk siglé à nos couleurs de cette émission que vous connaissez d'ailleurs maintenant. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Merci les amis. D'ailleurs, cette émission elle s'appelle Flash Talk. Elle s'appelle pas Talk Show, elle s'appelle pas Hashtag, elle s'appelle pas je ne sais pas quoi, elle s'appelle Flash Talk. Et c'est toutes les semaines sur votre chaîne préférée et aussi sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur le hashtag Flash Talk, il y a 21P3T qui nous dit mon niveau de langue actuel, notamment en anglais, c'est clairement dû à mes activités extrascolaires. Ou encore Ticon qui dit l'école est une raison pour jouer à des jeux vidéo en prétextant que c'est éducatif. Mélanie, comment ça va? Très bien, et toi? Très très bien, c'est notre community manageuse. Elle a un sondage, elle vous a posé une question sur notre Instagram officiel. Tout à fait. Alors, les jeux vidéo sont-ils une drogue? 74% ont répondu oui et 26% non. Ah oui, quand même, hein. Et puis ce dernier sondage? Et le second, pédagogie et jeux vidéo sont-ils incompatibles? 29% ont répondu que oui, 71% non. Ah voilà, donc ça peut être pédagogiquement possible de faire du jeu vidéo. Regarde, le sondage est juste ici. AC, c'est notre dessinateur cette semaine. Tu t'es bien amusé toi, AC, aujourd'hui? Oui, je me suis éclaté. Et justement, sur la question de la pédagogie, j'ai rebondi un peu sur le prof d'histoire qui explique l'histoire avec les jeux vidéo. J'ai imaginé sur la table en train de dire, et là, Louis XIV, il envoie un énorme Kamehameha dans la tronche à Jésus. J'imagine à un moment donné que... Je voulais un prof comme ça, moi. Après, on a parlé des serious games, les jeux sérieux. C'est des jeux où il n'y a pas de risque d'addiction, c'est trop chiant. Un autre dessin. Un autre, on parlait de psychologie, on appelle le game disorder, les problèmes, les troubles. En réalité, pour le gamer, ce qui est vachement grave, c'est quand les fils de console sont emmêlés, c'est ça le game disorder. Ça, c'est un vrai problème, on n'en a pas parlé dans cette émission. Et ça, je trouve ça scandaleux. Et le dernier, c'est un peu lié à la politique. Street Fighter, tu prends quel perso? Benalla, t'as aucune chance, mon pote. Tu sais, lui, Benalla, c'est le boss de fin. T'arrives à la fin, tu sais que lui, c'est le plus dur. C'est le plus dur à battre. Sonia, je te rejoins maintenant parce qu'on a une jolie surprise pour vous. Oui, on va vous proposer un petit jeu tous ensemble pour terminer l'émission dans la bonne humeur. Un petit blind test. Voilà, on va vous faire écouter des musiques de jeux vidéo très très connues et il va falloir les reconnaître. On sait faire ça ici. Ouais, on Okay. fait de plus en plus de choses. On fait du blind test. Alors attention, mes amis, sur le tapis de Flash Talk, gamers, gameuses et des gens qui ont déjà entendu, qui s'intéressent forcément. Vous connaissez ces thèmes de jeux vidéo. On balance le premier, s'il vous plaît. Levez la main, là-bas. Stop, on arrête tout. Le premier à avoir levé la main, c'est ce monsieur. Approche-toi, s'il te plaît. C'est quoi ton prénom? David. David, qu'est-ce qu'on a reconnu? Tetris. Est-ce que c'est Tetris? Sonia dit oui, c'est Tetris. Bravo, on Même peut moi, je l'applaudir, connais. s'il vous plaît. Ouais. Et il me demande, il n'y a rien à gagner, camarade. C'est le service public, il n'y a rien à gagner. Deuxième titre, s'il vous plaît. Le premier. Alors, vous êtes le premier à avoir levé la main, jeune homme. Mario. Mario, est-ce que c'est la bonne réponse? Attends, on demande à Mario, est-ce que c'est ça? Ouais, j'ai bien le sentiment que oui. Ouais. C'est la troisième fois qu'on t'affiche dans l'émission. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Il reste 2 titres. Hein. Si vous n'avez pas encore eu la rapidité d'esprit de retrouver ces titres, c'est le moment d'éblouir l'audience de Flash Talk. Allons-y Allez les pour filles, levez les mains. troisième titre. Non, c'est vrai, vous reconnaissez pas ça?
Alors, c'est quoi ton prénom? Antoine. Antoine. T'as reconnu quoi? Street Fighter. Est-ce que c'est Street Fighter? Le thème de Gaël. Le thème de Gaël. Et pour les gens, est-ce que c'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça ou pas? Bah oui, c'est ça, évidemment, vous pouvez l'applaudir. D'autant qu'il y a un petit peu de triche parce que lui aussi participe au jeu. C'est Zangief dans ce jeu. Regardez, la beubare, évidemment, les gens qui connaissent le jeu vidéo auront reconnu le combattant russe. Et un dernier titre. Allez, un dernier titre, dernière chance. Dernière chance. Oh là là! Oh, c'est génial ça, c'est génial. J'essaie de voir des gens qui n'ont pas participé encore. Là-bas, il arrive avec son kebab. Approche-toi, camarade, viens par là. Qu'est-ce que tu as reconnu? C'est quoi ton prénom? Ludo. Qu'est-ce que tu as reconnu comme thème de jeu? Zelda. Est-ce que c'est Zelda? Oui, c'est Zelda. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Bravo. Qu'est-ce qui se passe, Sonia? Qu'est-ce que c'est que cette émission? C'est pas possible quand même. Bon, vous pouvez les applaudir aussi, les gens qui ont fait l'effort de venir en cosplay aujourd'hui. Sachez qu'ils travaillent avec nous et qu'ils sont donc rémunérés par vos impôts, mes amis. Avec le hashtag FlashTalk, évidemment, le débat continue, même si l'émission se termine. Un tweet de fin, ma Sonia. Il y a Mams Bra qui nous dit « Les jeux vidéo, ça console ». Ah, bien. Laurent Ruquier est donc sur Twitter et ça fait plaisir. Allez, merci à vous tous d'avoir participé à ce nouveau numéro de Flash Talk aujourd'hui sous le soleil parisien de l'automne. On se retrouve très vite sur François et la chaîne parlementaire pour de nouveaux débats. Ou peut-être pas là. Hein.